Patrick Elliott. Absolument, absolument ravi donc du succès déjà de cette première édition avec plus de 600 inscrits. Aujourd'hui, donc, on interroge les thématiques du leadership et de l'influence. Et à la croisée de ces deux notions, donc, on a la confiance. Et donc, c'est cette notion qu'on va creuser avec Anne-Cécile qui va donc, nous décrypter un peu les tendances et la singularité française. Mais j'en dis pas plus, puisque effectivement Anne-Cécile va prendre la parole. Aujourd'hui, je serai en support donc pour passer les slides. Donc, si vous voyez que je prends du retard, vous n'hésitez pas à me le dire. Et puis aussi pour illustrer la manière dont effectivement la communication incarnée a pu donner toute sa puissance et redorer les blasons de la confiance à travers quelques exemples de grands patrons. Anne-Cécile, je te laisse la parole. Alors la confiance, c'est un actif stratégique pour les entreprises, pour les organisations, et c'est un actif qu'effectivement Edelman observe depuis plus de 22 ans. Et donc on conduit un baromètre annuel auprès de 36 000 répondants et 28 pays pour analyser et auditer chaque année l'évolution de la relation de confiance qu'ont les citoyens envers les institutions. Donc les institutions, ce sont les entreprises, et ça va nous intéresser plus particulièrement, ce sont les ONG, ce sont les médias, et bien évidemment, ce sont les gouvernements. Alors les résultats qu'on va vous présenter ce matin sont obtenus de par le monde, et puis on va faire un focus sur la France, parce qu'on verra que cette année, et pour la première fois depuis 10 ans, la France a une tendance différente de celle des autres pays. Alors, lorsqu'on voit la slide suivante, on peut se dire que dans un contexte de défiance grandissant, il faut avoir bien en tête que le panel a été fait en deuxième année de pandémie, donc il y a quelques mois, avant la guerre en Ukraine et en Russie, et qu'on imagine bien avoir un impact, bien évidemment, sur les résultats de ce baromètre. Mais il n'empêche que dans un contexte de crise sanitaire mondiale, la plupart des démocraties ont décroché. Ça veut dire qu'elles n'ont pas réussi à entretenir ce lien de confiance probablement avec les institutions, toutes sauf exception faite de la France, qui a gagné plusieurs points, et ce pour la première fois depuis 2 ans. D'ailleurs, elle a gagné 18 points. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, la France est une des rares démocraties à avoir augmenté dans le ranking de la confiance. Vous voyez bien que l'Allemagne, par exemple, décroche et va dans une zone de défiance. En France, ce qu'on peut se dire, c'est les médias. On va commencer par les médias. C'est intéressant de noter, alors la progression est relativement faible sur cet item de confiance. Il n'empêche que ce sont les médias traditionnels qui trustent la confiance versus les réseaux sociaux. Ça veut bien dire d'ailleurs que les médias traditionnels ont commencé à faire leur travail sur notamment la qualité de l'information et la recherche sur les fake news, et on a bien vu qu'ils s'étaient particulièrement organisés d'ailleurs, notamment pendant la pandémie. Le gouvernement, je vous l'ai dit, a gagné 3 points, c'est assez spectaculaire. On peut se dire, et c'est une interprétation dont on pourrait discuter, que le quoi qu'il en coûte d'Emmanuel Macron a plutôt bien fonctionné dans le rapport de confiance qu'on peut avoir envers le gouvernement. Les entreprises, et c'est ce qui va nous intéresser particulièrement, caracolent en tête du peloton avec les ONG. Les ONG, par ailleurs, ayant décroché en première année de pandémie, probablement parce que justement cette confiance n'était pas alimentée par des actions concrètes envers les citoyens, alors que les entreprises ont œuvré assez rapidement pour trouver des solutions, proposer leur aide auprès des différentes on va dire, organisations qui assistaient les uns et les autres dans cette lutte contre la pandémie. Alors les entreprises sont appelées à s'engager. Elles sont appelées à s'engager notamment sur des sujets qui dépassent le simple scope du business. Elles sont appelées à s'engager sur le changement climatique. Ça ne vous étonnera pas, c'est le premier item sur lequel on attend les entreprises. On les appelle aussi à s'engager sur l'accès au marché. On les appelle aussi à s'engager sur les inégalités femmes-hommes, les inégalités économiques. Et ça, c'est un constat sans appel qui est partagé de par tous les marchés, de par 28 pays, et en particulier, bien évidemment, sur la France. Ceci étant dit, on n'attend pas non plus des entreprises qu'elles remplacent le gouvernement. Donc il y a bien ce qui se dessine, cet enjeu de coalition, de créer des cercles pour, ensemble, relever le défi, notamment de la confiance envers les citoyens. Alors, qui, dans cette, on va dire, appréciation de l'item de confiance, notamment vers les entreprises, doit jouer son premier rôle? Vous le savez, ce sont les CEO, et on le voit bien, ils sont de plus en plus appelés, et ils sont un peu plus nombreux à prendre la parole, même si c'est un exercice parfois délicat, mais c'est bien eux dont on attend une prise de parole forte et visible, tout canaux confondus, sur
des politiques publiques ou on va dire des engagements sociétaux. Et d'ailleurs, on verra qu'au-delà des engagements, d'ailleurs, c'est des actions sur lesquelles on les attend. Absolument, et un exemple qui, je pense, illustre très bien la puissance de la communication incarnée, notamment dans un contexte, pour ce premier exemple, de gestion de crise. C'est la prise de parole du CEO d'OVH Cloud, Octave Klaba, il y a un an, vous vous souvenez peut-être. L'effet, c'est qu'un des data centers du site de Strasbourg a pris feu. L'un d'entre eux a été totalement détruit, et Octave Klaba, pendant toute la durée de l'incendie, donc de 1h du matin à 7h, a live-tweeté en temps réel tout ce qui se passait. Donc, ce qui est intéressant et ce qu'il faut en retenir justement de cet exemple, c'est déjà l'attitude. On a un CEO qui est engagé, on a un CEO qui est sur le qui-vive, qui partage avec de la transparence tout ce qui est en train de se passer. Donc ça, c'est un premier vecteur de confiance, un patron vecteur de confiance pour son entreprise. Le deuxième point, c'est que c'est le seul canal corporate qui ait été utilisé. Voilà, c'est le compte du CEO qui a porté toute sa gestion de crise pendant donc, le moment donc, d'effet. Et puis, donc ça illustre aussi la maîtrise de deux manières. Déjà, effectivement, de ces nouveaux médias. Il n'aurait pas pu faire ça à la télé et à la radio. Là, il avait la possibilité d'avoir une audience avec laquelle il s'exprimait. Et la deuxième chose, c'est qu'il maîtrise aussi l'espace médiatique, il l'occupe. Et donc, grâce à ça, c'est lui qui donne le là, finalement, de la manière dont on doit parler de cet événement, de cet incident. Et ça, donc, c'est un exemple très intéressant, justement, pour expliquer la confiance qu'il a pu générer, juste avant, d'ailleurs, son IPO. Et le PDG, d'ailleurs, est attendu notamment au sein de son entreprise. Vous le savez, la marque employeur est aujourd'hui, notamment dans dans un contexte de guerre des talents. La marque employeur est appelée à être de plus en plus travaillée et pour la première fois, on a chez Edelman relevé l'importance de cette marque employeur et il s'avère qu'elle surperforme en tant qu'organe émetteur les autres institutions qu'habituellement on observe. Quand vous voyez que 67% des Français font confiance à leur employeur versus bien évidemment les médias, le gouvernement, les entreprises en tant que telles, les ONG, c'est quand même assez intéressant. Et ça veut bien dire le pouvoir et la force des CEO, mais également des C-suites et de tous les porte-paroles de l'entreprise pour générer cette confiance auprès des leurs, auprès de leurs employés. Et dans cette guerre des talents, 48% aujourd'hui des talents choisissent un emploi parce que les valeurs d'ailleurs de l'entreprise et du CEO correspondent à ce qu'ils ont envie de faire. Et là-dessus, deuxième exemple qui est très parlant, c'est le cas de Johnson & Johnson. Johnson & Johnson a utilisé la com incarnée d'une manière exceptionnelle pour démontrer et créer de l'attractivité pour l'entreprise. Comment ils ont fait? Ils ont pris 5 DRH qu'ils ont donc formés, outillés, mis sur les réseaux sociaux pour les aider à partager à la fois les valeurs de l'entreprise, mais aussi les engagements portés par la marque. Et donc ce qui est très intéressant, c'est que le contexte actuel, et vous le connaissez tous, de tensions extrêmes autour justement des talents, le cabinet Korn Ferry considère qu'il manquera environ 1 million d'emplois qualifiés à horizon 2030 dans le marché européen. Donc c'est une bataille qui va être terrible par rapport donc, au top profil. Et dans ce contexte-là, la réussite de Johnson & Johnson a été d'inverser finalement la tendance du recrutement et de faire en sorte que des CV qu'ils avaient en quantité avant arrivent en entrant avec des personnes qui partagent les valeurs et qui partagent la culture de l'entreprise, donc avec un match qui soit beaucoup plus bon tout de suite. Et donc ça, c'est intéressant, c'est qu'on dit souvent on ne quitte pas une entreprise, mais on quitte un manager. Je pense que l'inverse est aussi vrai. Finalement, aujourd'hui, on rejoint une entreprise pour les valeurs et pour les engagements qu'elle porte. Et ça va être d'autant plus vrai. Et je pense que c'est un très bon exemple, dans les années qui viennent. Et c'est un très bon exemple donc, de l'impact finalement que la communication incarnée peut avoir sur la confiance véhiculée par une entreprise. Alors, ce qu'on peut se dire peut-être en conclusion, c'est qu'on attend des entreprises et des patrons, de leurs intervenants, de jouer un rôle sociétal et d'être communicants, c'est-à-dire de raconter, effectivement, de faire le récit de leurs valeurs et de ce que font les entreprises sur le terrain. Et quand je parle de fond, c'est bien d'action dont il s'agit. On n'est plus dans l'ère du pourquoi, maintenant on est dans l'ère du comment. Et c'est ça qui fera probablement la différence dans la façon dont on raconte justement les actions des entreprises. Et puis on est aussi, et c'est ce qu'appellent les répondants, dans un appel à avoir des stratégies à long terme, ce qui peut être par ailleurs contre-intuitif par rapport à la rapidité avec laquelle les informations circulent et la rapidité avec laquelle parfois on doit réagir en tant que communicant ou patron.
patrons et porte-parole, mais c'est bien des stratégies à long terme, des visions à long terme. Et enfin, la quête de l'information, on l'a vu avec les efforts qu'ont fait les médias sur les fake news, on le voit avec la qualité de l'information qu'on doit traiter tous les jours. Bien évidemment, les réseaux sociaux, notamment, sont le terrain de jeu de plus en plus des patrons, des CEO, des C-suites et des salariés par ailleurs. Et c'est un chouette mouvement, mais il s'agit de vérifier effectivement que les informations diffusées correspondent réellement aux valeurs de l'entreprise et à ce qu'elle fait sur le terrain tous les jours. Merci à tous.